Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Equinox Télévision. À la une, des enseignants du secondaire crient leur mal-être à Yaoundé. Ceux de la promotion 2012 réclament l'avance de leur solde. Ils sont d'ailleurs allés le dire de vive voix au ministre des enseignements secondaires, Louis Bapès. Et puis à l'étranger, le Nigeria à l'attente des résultats du double scrutin de samedi dernier. Il faut dire que la Commission nationale électorale indépendante annonce déjà les résultats dans 8 États sur les 36 que compte le Nigeria au coude à coude. Goodluck Jonathan, le président sortant, et Mohamed Bouhari. Il faut dire que le Nigeria a expérimenté la biométrie lors de ce scrutin. Le Cameroun qui tarde encore à s'arrimer à cette nouvelle donne électorale. C'est d'ailleurs notre préoccupation dans la deuxième partie de ce journal. Et puis en sport, deuxième sortie réussie du Cameroun en match amical. Les Lions indomptables sont imposés ce jour. 3 buts contre 2 face à la Thaïlande. Les temps forts de cette rencontre dans ce journal. Voilà pour les titres. Ouvrons cette édition d'information avec ce drame survenu à Tchang. Tchang, c'est le chef-lieu du département de la Ménois, dans la région de l'Ouest Cameroun, où un véhicule ayant à son bord 3 personnes a fini sa course folle dans le lac municipal de cette ville. Plus de précisions avec Leclerc Tsakem et Nadine Yambou. La ville de Tchang sous le choc. Les 3 occupants de ce véhicule qui a échoué sa course dans le lac municipal n'ont eu aucune chance. Ils sont tous morts par noyade. Des témoins rapportent que la voiture en provenance de Douala a brusquement quitté la chaussée pour se retrouver dans le lac. On a d'abord vu comment il a d'abord essayé pour la première fois de monter et ça a raté. Plus qu'on a vu les tracts, la voiture a d'abord glissé et il a fait une marche arrière. Et entre-temps, c'est comme s'il y avait un fer sous la voiture. Donc, puisque nous sommes de l'autre côté du lac, le monsieur donc a crié au secours. Alertés donc par les cris de détresse des passagers, ces jeunes qui revenaient d'une soirée ont vite fait de contacter les autorités policières. Descendus sur les lieux, il était déjà bien tard et n'ont pas immédiatement déployé le matériel nécessaire pour sauver les victimes. Ils ont essayé de voir ce qu'il fallait faire. Ils ont eu peut-être une initiative, une idée de dire que le matin, ils devaient appeler certains gens qui sont à Sancho, qui déchargent le sable pour qu'ils viennent et puis à l'aide des tirs forts, on pouvait donc retirer la voiture. Ce n'est que le lendemain de l'incident que les fouilles vont débuter. Des sableurs de la ville de Tchang et des sapeurs-pompiers venus de Bafoussam ont pu repêcher 2 corps. Le 3e reste toujours introuvable. Les victimes ont été identifiées et répondent au nom de Nguno Hugues Zéphirin, Aouna William et Lesline, étudiante à l'université de Tchang. Le lac municipal de Tchang ne cesse d'effrayer les populations de la localité. De nombreuses personnes ont déjà trouvé la mort ici. Il y a moins d'1 an, un conducteur de taxi s'était suicidé après avoir garé son véhicule aux abords du lac. Restons dans ce registre de l'insécurité routière avec cet autre accident grave de la circulation. Cette fois, c'est dans la ville de Douala et c'est un homme qui a été arraché brutalement à la vie, comme vous le voyez d'ailleurs en image, au lieu dit Total Lokbaba, dans l'arrondissement de Douala 3e. Des témoins affirment que le drame a été causé par le conducteur d'un gros porteur qui était visiblement ivre. Ce dernier aurait perdu le contrôle de son engin et a percuté dans sa course folle 2 véhicules et une moto qui avait à son bord 3 passagers. Eh bien, le conducteur de l'engin à 2 roues est mort sur le champ. Les 2 autres passagers ont été grièvement blessés. Comme nous l'annoncions en titre il y a quelques minutes seulement, des enseignants dans le cabinet du ministre des enseignements secondaires du côté de Yaoundé, ils sont allés réclamer leur avance de solde. Ou encore ce qui tient lieu de salaire. Une attente qui dure depuis 30 mois pour ces diplômés des écoles nationales supérieures du Cameroun. Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Ils sont au nombre de 5, mais ils portent la voix des centaines d'enseignants, tous diplômés des écoles normales, promotion 2012. Depuis leur sortie d'école, ces chevaliers de la craie attendent désespérément d'émarger au budget de l'État. Nous avons déjà passé 30 mois pour la plupart sur le terrain, sans prise en charge, sans salaire. On est venu donc ce matin pour poser nos problèmes au ministre afin de savoir
qu'est-ce qui s'est réellement passé avec notre promotion? Est-ce que notre promotion a servi de cobaye et qu'après il n'y a pas de solution pour nous? Puisqu'on remarque que nos promotionnaires qui sont sortis des écoles en 2013, en 2014 sont pris en charge. Nos dossiers d'intégration sont calés à la fonction publique, on ne sait pas pourquoi. Certains d'entre nous n'ont pas de matricule. Sur quels critères est-ce qu'on a sélectionné pour que certains aient des avances de sol et d'autres pas? C'est donc pour faire entendre leur voix que ces enseignants ont investi le ministère des enseignements secondaires ce lundi 30 mars. Ils ont été reçus au nom de l'UBAPES-BAPES par le directeur des ressources humaines. Adams Oyono leur a promis une voie imminente de sortie de crise. Il nous a essayé d'expliquer que nous sommes en réalité une promotion cobaye parce qu'on devait tester la prise en charge rapide avec la promotion 2012. Et il y a eu quelques dysfonctionnements entre les différents ministères qui intervenaient dans la chaîne d'intégration. Donc à l'issue de cela, nous avons eu à prendre certaines résolutions où on nous a donné un délai de 1 mois pour nous rassurer que les choses vont aboutir. Ces enseignants considèrent qu'ils sont les sacrifiés d'un système qui élève les uns et rabaisse les autres. On ne peut pas vous dire que ça se passe très bien. Il faut aussi la motivation. Des fois, il nous manque cette motivation-là. Imaginez, le bailleur vous a donné les mots de tête. Donc, on essaie de s'efforcer en faisant les coups de répétition à gauche, à droite pour tenir, pour payer les chambres. Je peux vous rassurer que la vie en SEM n'est pas facile. Vivre là-bas sans salaire, c'est vraiment difficile. Et surtout que nous avons déjà des charges des enfants. Nous sommes obligés par moment de s'endetter ou alors de recourir encore chez les parents ou chez les proches pour vivre. À l'est, moi, je suis près de la frontière. Il nous manque la motivation, c'est tout ce que je peux dire. Mais comme nous sommes contraints de travailler, on fait l'effort pour travailler. Les textes prévoient en effet que les diplômés des écoles normales sont intégrés automatiquement à la fonction publique dès leur sortie d'école. Sauf que cela se passe très souvent à plusieurs vitesses, obligeant les enseignants à dispenser les cours tout en serrant la ceinture. Infrastructure routière, il faut dire que le flou persiste sur la date du moins des livraisons du chantier sur la pénétrante est de la ville de Douala. Les propriétaires de ce chantier disent que ces travaux souffrent de l'incivisme des conducteurs de mototaxi qui pour la plupart ne respectent pas les consignes de sécurité. Et à la veille de la visite du ministre des Travaux publics, Patrice Ambassala, a annoncé sur ces sites, nos reporters Jean-Denis Peck et Oriol Toumi ont visité. Pour vous, suivez plutôt. Camions garés, véhicules abandonnés, stationnement anarchique. Le chantier de l'autoroute Douala-Yaoundé avance à petits pas au niveau de la pénétrante est de la ville de Douala. Le plus dur, c'était la circulation, la gestion de la circulation. Bon, c'est vrai qu'avec la contribution de la police et de nos équipes de sécurité, de gestion de sécurité, nous avons pu juguler. Mais le plus dur, c'était vraiment les motocyclistes, parce qu'ils sont un peu désordonnés, comme vous le savez très bien. Du lieu-dit, village entrelissé à l'ancien Texaco aéroport. Les nombreux bouchons à longueur de journée et surtout les actes que posent les conducteurs de mototaxi les empêchent de se mouvoir. Vous le savez très bien, vous qui êtes ici à Douala, qu'avec les motomènes, c'est toute une caste dont il ne faut pas s'amuser et qu'il faut être fin pour pouvoir la gérer. Au marché de Ndokpassi, les commerçants reviennent déjà sur le site en chantier. Non loin, un pont qui relie les quartiers Mboko et Nilon-Ndokpassi entre eux renseigne sur le degré d'incivisme des usagers. Il y a cette signalisation-là qui tire l'attention de tous les usagers sur le fait que nous sommes bien sur un site de travaux et qu'il faille faire attention. Mais en plus donc de ces panneaux de signalisation, nos équipes de sécurité sensibilisent les populations, même à travers notre personnel, sur le fait qu'il faille communiquer, beaucoup communiquer. Depuis le 30 octobre 2014, on est situé sur les caractéristiques définitives de l'autoroute Douala-Yaoundé qui va respecter la norme française en la matière. Mais le flou persiste toujours sur sa date de livraison. Comme je vous l'ai dit, le plus dur est derrière nous. Bon, la fin des travaux, c'est pour bientôt. Je ne peux pas vous avancer une date là. En attendant, les travaux avancent péniblement. De nombreux observateurs et spécialistes des travaux publics s'accordent à dire presque à l'unanimité que si des routes secondaires avaient été aménagées, ce chantier qui souffrait déjà d'un certain nombre de maux, notamment les embouteillages, connaîtrait aujourd'hui une phase beaucoup plus avancée. À la pénétrante est de la ville de Douala, Jean-Pierre Poundeux, Jean-Denis Peck et Oriol Toumi pour Equinox Télévision.
Bien, merci Oriol Toumi. Voilà donc le visage que présente la pénétrante Est qui va donc recevoir la visite demain du ministre des Travaux publics. On parle de santé dans ce journal et on s'intéresse à l'allaitement maternel qui est primordial pour la bonne santé du bébé. Les médecins rassurent par ailleurs que l'allaitement artificiel n'apporte pas autant d'éléments nutritifs dans l'alimentation de l'enfant que le lait maternel. Eh bien, les pédiatres précisent que seuls les cas de maladie peuvent imposer l'allaitement artificiel. Et bien, des précisions faites au lendemain de la célébration de la journée de l'allaitement maternel. Plus de précisions avec Jean-Johnny Peck et Flavien Valondongo. Ce bébé qui pleure n'est pas nourri au lait maternel depuis sa naissance. Sa mère s'est vue imposer une autre option de vie à cause de la maladie. En fait, j'ai eu un problème de l'écoulement du lait à la naissance de l'enfant. Donc, j'ai arrêté de lui donner le lait maternel. Le constat semble fait. Bien de femmes en âge de procréer n'appliquent plus l'allaitement maternel pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs circonstances. Par exemple, si la maman est malade ou bien des maladies chroniques qui empêchent qu'elle prenne le lait maternel. Il peut arriver que le médecin lui demande de ne pas allaiter l'enfant parce que le médicament peut avoir un effet soit sur la croissance de l'enfant ou sur son état général. L'allaitement maternel est primordial pour la vie d'un bébé. Des spécialistes de la santé l'affirment à travers des explications. Le lait maternel, déjà, c'est l'aliment complet de l'enfant parce que c'est un aliment équilibré et qu'il a des substances qui permettent à l'enfant de grandir sans avoir de problèmes de santé, beaucoup plus d'allergies, des infections. Marie-Michel est une jeune mère heureuse. Elle nourrit son enfant au lait maternel. J'allaite au sein parce que pour moi, l'allaitement maternel est bien pour l'enfant. Déjà, le lait maternel est un lait complet qui contient tous les aliments nutritifs. Des sources médicales font savoir qu'un enfant nourri au lait maternel et celui nourri au lait artificiel n'ont pas les mêmes résistances physiques. Il peut y avoir une petite différence. C'est vrai qu'elle n'est pas très grande. Conseillant aux mamans de ne donner que le lait maternel, au moins jusqu'à 6 mois. Parce qu'il y a plus de bénéfices à donner son lait maternel à son enfant pour le protéger contre les infections, les allergies. À travers la célébration de la journée de l'allaitement maternel, le constat qui se dégage est que le lait maternel reste complet pour la progéniture. Eh bien, cette note avant la page étrangère de ce journal pour noter que Amadou Vamoulke est accusé de détournement de près de 3 milliards de francs CFA. Le directeur général de la télévision nationale a donc été entendu depuis quelques semaines au tribunal criminel spécial. Nous y reviendrons plus en détail sur cette information au cours de nos prochaines éditions. Nous parlons à présent des nouvelles au-delà de nos frontières. Cap sur le Nigeria, 48 heures après le scrutin de samedi et dimanche dernier. Les résultats seront connus ce soir ou alors demain. La commission électorale a donc déjà déployé des résultats dans 8 États sur les 36 que compte le Nigeria. Des sources font savoir que Mohamed Buhari et Goodluck Jonathan, le président sortant, sont au coude à coude. Il faut dire que la communauté nigériane de Douala retient dans son souffle dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. Eh bien, le nom du futur président est dans toutes les conversations de cette communauté qui a reçu la visite de nos reporters Alex Djomgan et Sandrine Babou. On espère que seulement que les choses passent bien. On attend seulement le résultat qui va sortir un moment ou l'autre. La distance qui sépare ces ressortissants nigériens de leur terre natale n'a pas entamé leur enthousiasme à être au parfum des élections générales qui s'y sont déroulées. Comme leurs compatriotes, ils attendent avec impatience de savoir qui de Goodluck Jonathan ou de Muhammadu Buhari gagnera la présidentielle du 28 mars 2015. Des rivaux sur qui ils fondent leurs espoirs, notamment dans l'éradication de l'insécurité dans le pays due aux assauts de Boko Haram. Le défi que doit relever le futur président est de mettre fin au climat de tension au Nigeria, en luttant contre le groupe armé Boko Haram dont les exactions ne se comptent plus. Pour la plupart, commerçants au lieu-dit Kanyabassi, installés devant leur téléviseur, ils suivent minute par minute l'évolution des décomptes de voix retransmises par les chaînes nigérianes. To defeat the PDP candidate Aloysius Okiro, who scored 9,186
Même si elle n'a pas pris part au scrutin, la communauté nigériane vivant à Douala retient son souffle dans l'attente du nom de celui qui va présider à sa destinée pour les 5 prochaines années. Qu'au moins les choses passent bien. On a élu le nouvel président qui va nous gérer bien. On prie que la paix prend les priorités de la personne qu'on va l'élu en tant que président de notre pays. Bien, il faut dire que le Nigeria a expérimenté un nouveau système électoral. Il s'agit de la biométrie qui a d'ailleurs permis aux 60 millions d'électeurs d'exprimer leur droit de vote. Les Camerounais sont surpris en même temps parce que notre pays tarde encore à s'arrimer à cette nouvelle donne, et des Camerounais qui réagissent dans ce reportage d'Élysée Mbogba et Guizoro. L'élection présidentielle au Nigeria, dont le déroulement a montré une avancée notable sur le plan technique, suscite des comparaisons avec le Cameroun, où le processus électoral est loin de faire l'unanimité. Contrairement au Cameroun, le Nigeria est allé très loin en ce qui concerne l'informatisation de son processus électoral, notamment l'usage de la biométrie. Même sur le terrain de la biométrie tant vanté par les autorités camerounaises, il reste à redire à ce sujet. Il faut le dire, au Cameroun, en l'état actuel, nous n'utilisons pas le 10e des possibilités que offre la biométrie en termes d'amélioration de la gouvernance électorale. Il y a aussi la question de la marge de manœuvre des organismes chargés de la conduite des dits scrutins. À la Commission électorale indépendante du Nigeria, d'abord, il y a une provision constitutionnelle pour ça. Aucun institution de l'État ne peut influencer les activités de la Commission électorale indépendante. Même pas la présidence, même pas le ministère de l'Intérieur, même personne ne peut. De quoi appeler à une amélioration substantielle du système électoral camerounais. Sur le plan technique, l'amélioration des élections au Cameroun passerait d'abord par la formation de ceux qui sont en charge de cette question, c'est-à-dire questions électorales. Je pense notamment aux observateurs, je pense aux présidents des bureaux de vote, tous qui sont souvent choisis, n'est-ce pas, pour s'occuper de cette tâche le jour du scrutin. En dehors de cela, il faudrait également parler, n'est-ce pas, de la biométrie, qui aujourd'hui n'est pas encore complétée. Il faudrait qu'on complète ce système, parce que lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, on se dit que le Cameroun a encore beaucoup à faire. On l'imagine, ces propositions ne demandent qu'à trouver oreille attentive au Cameroun. Retour sur cette élection au Nigeria avec un journaliste et en même temps diplomate qui est spécialisé des questions internationales. C'est dans quelques minutes seulement. Mais avant, on parle de sport et plus précisément du Cameroun qui remporte son match contre la Thaïlande. C'était ce jour 3-2. C'était là la deuxième sortie des poulains de Volker Finke. Il faut dire que la sélection camerounaise a certes gagné, mais a démontré quelques failles sur le plan technique. Les temps forts de cette rencontre avec Hervé Kemnier et Emos Fongo. Dans ce deuxième match amical contre la Thaïlande, Volker Finke a fait des changements profonds dans son 11 entrant avec les titularisations de Kombi Mandjan, amateur de l'Union sportive de Douala, Yaya Banana en défense. Au milieu de terrain, le capitaine Stéphane Biaïtoundi est confront. Pour animer la ligne offensive, Ndjekinton et Jacques Zoua, qui a été appelé en renfort à la dernière minute. Guy Rolandi Asembe garde les cages. La première mi-temps est dominée par la sélection nationale thaïlandaise qui se procure les meilleures occasions. Face à une équipe camerounaise tétanisée en panne d'inspiration. Ce sont les Thaïlandais qui sont les premiers à faire trembler les filets dans ce match. La paire de l'axe de la défense camerounaise, Yaya Banana Ornian Chedjou, ne rassure pas. Ce dernier, malheureux sur le coup, marque contre son camp. 2-0, la Thaïlande, qui est un adversaire de notre calibre, mérite bien son avance. Les Lions notables, acculés, pressés, vont réduire le score par Benjamin Moukandjo. Malgré une seconde manche brumeuse, désastreuse, les Lions notables vont remettre les pendules à l'heure sur un pénalty transformé par Ndjekinton. La sélection camerounaise est à moitié belle dans les 10 dernières minutes. Sur un coup franc bien ajusté de Benjamin Moukandjo, Gweni Dassi inscrit le but de la victoire de la sélection camerounaise.
2 victoires en 2 matchs dans cette tournée asiatique, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour certains joueurs s'ils veulent passer en classe supérieure. D'abord, cette information à caractère publicitaire avant la deuxième partie de ce journal. L'agence de compagnie aérienne Sheba International ouvre ses portes à Douala. Le premier vol inaugural qui dessert Douala et N'Djamena a eu lieu il y a quelques jours. Retour sur cette cérémonie inaugurale dans ce reportage. Le paysage aérien camerounais s'enrichit d'un nouveau bijou. Il s'agit de Ceiba Intercontinental. Cette compagnie nationale de la Guinée équatoriale, qui vient d'élargir son spectre en desservant désormais la ville de Douala, a fait ses preuves depuis 2007 et couvre actuellement plus de 15 pays en Afrique et en Europe. Donc en fait, Douala est considéré un peu comme l'escale mère de Ceiba Intercontinental. Donc Ceiba, en fait, vous comprenez que Ceiba ne pouvait pas faire mieux d'aller à N'Djamena que de passer par Douala, qui est comme une sorte de carrefour au niveau de l'Afrique centrale. Vous verrez que nous couvrons déjà Brazzaville, Pointe-Noire, Libreville, Sao Tomé, Douala. Donc vous comprenez pourquoi nous sommes à N'Djamena maintenant. Et dans quelques mois, nous serons à Bangui. Depuis sa création, Ceiba Intercontinental s'est fixé comme mission première d'élargir son champ de vol à travers des prix imbattables en couvrant principalement toute la zone de l'Afrique centrale. Le vol inaugural entre Douala et N'Djamena a eu lieu ce 29 mars 2015 en présence des autorités camerounaises et équato-guinéennes. Parmi les invités de marque, le ministre équato-guinéen de l'aviation civile. Fausto Abeso Fuma félicite les avancées remarquables de cette compagnie aérienne qui est également une sorte de plateforme d'échange et de brassage entre les peuples. Ceiba Intercontinental exploite déjà 6 pays de la région, que 4 pays. Maintenant, avec l'escale de Douala, on va élargir jusqu'à N'Djamena. C'est une escale très importante pour notre sous-région. Et à partir d'aujourd'hui, Ceiba Intercontinental, avec l'appui du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, fera 2 fréquences par semaine. Avec ça, je crois qu'on donnera l'opportunité à nos passagers, à nos citoyens de se rencontrer, de pouvoir circuler, de pouvoir élargir notre culture, notre commerce, le tourisme, etc., etc. Je crois que notre but, ce n'est pas un but économique, mais c'est un but pour favoriser à notre population de se rencontrer. Les prochaines escales de Ceiba Intercontinental sont Luanda, Johannesburg, Maputo, Casablanca, Lisbonne, ensuite Dakar et New York. Et pour ceux qui désirent voyager avec Ceiba Intercontinental, l'agence est située à Akwa-Douala. Partant du Cameroun, Ceiba vole sur Douala tous les jours de la semaine déjà. Donc maintenant, en ce qui concerne N'Djamena, nous ferons des vols les mardis et les dimanches. Et comme vous savez bien, vous n'avez qu'à venir à EBT faire vos réservations. Ceiba Intercontinental, voyager avec nous est un plaisir. Eh bien, dans quelques poussières de secondes, nous allons revenir sur cette élection qui vient d'avoir lieu au Nigeria voisin. A tout de suite. Eh bien, Edmond Kamgia est journaliste, en même temps chargé des questions internationales au quotidien La Nouvelle Expression. Il a également une formation de diplomate. Bonsoir. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors voilà, vous avez suivi tous ces reportages. Le Nigeria qui est maintenant à l'heure de l'attente des résultats du scrutin de samedi dernier. Alors on ne vendait pas cher, la plupart des détracteurs de ce pays ne vendaient pas cher la tenue de ces élections, notamment les menaces proliférées par Boko Haram. Mais le Nigeria a surmonté tout cela. Il y a quand même eu élection. Oui, il faut dire que le pari a été tenu parce que ce sont des élections qui auraient dû avoir lieu au mois de février. Ces élections ont été reportées à ce week-end. Elles se sont déroulées malgré la menace, n'est-ce pas, de perturber ces élections qu'avait annoncé le chef de Boko Haram.
C'est vrai qu'il y a eu des situations assez difficiles dans la partie nord du pays, mais ces situations-là n'ont pas été de nature à empêcher le déroulement des élections dans cette zone et dans l'ensemble du pays. Les élections sont déroulées. Donc, le premier point, c'est que le pari a été tenu et qu'il faut féliciter la Commission électorale nationale indépendante nigérienne. Alors, Edmond Kambia, restons sur ce volet sécuritaire. On a quand même noté que dans un État où ça ne s'attendait pas, qui n'était pas comme un État où il y avait forcément des problèmes de sécurité, il y a quand même eu des attaques. Curieusement, où le gouverneur de cet État a échappé de justesse à une attaque. Alors, est-ce que ce n'est pas quand même un revers sur les prévisions de l'État nigérien qui a focalisé tout son système sécuritaire au nord? Je ne pense pas qu'on puisse le dire, même si cette situation était prévisible. Parce que je crois qu'un certain nombre de mesures ont été prises par les autorités nigérianes pour éviter le pire. Et je pense que l'essentiel a été fait. C'est-à-dire le déroulement des élections dans les meilleures conditions possibles dans la plupart, n'est-ce pas, des bureaux de vote où les électeurs devaient se rendre. C'est vrai, le cas que vous révélez montre qu'il fallait accentuer la vigilance dans la protection des responsables, des autorités, les 36 États et non dans les 36 États, et pas seulement dans certaines localités ou dans certains États fédérés. Alors, le Nigeria, à l'école de la biométrie, parce qu'il faut dire que ce système électoral a été expérimenté au cours de ce scrutin, il faut quand même, qu'est-ce qu'on peut dire, 60 millions d'électeurs qui ont donc pu expérimenter ce nouveau mode de vote. C'était un risque pour vous, pour le Nigeria, d'opter pour la biométrie? Je pense qu'ils ont fait le meilleur pari, c'est-à-dire aller le plus loin possible dans l'amélioration du processus électoral. Il faut savoir que lors des dernières élections déjà, de nombreuses réformes avaient été faites pour que le processus électoral se déroule dans de bonnes conditions. Et je pense qu'on pouvait déjà le mettre à l'actif, n'est-ce pas, du président sortant Goodluck Jonathan. Parce qu'en 2011, les élections ont été très appréciées dans l'observation par la plupart des observateurs internationaux. Et cette fois-ci, avec la biométrie, on se rend compte qu'il y a eu une amélioration notable par rapport à 2011. Et puis, il y a eu peut-être quelques couacs qui sont liés à deux choses essentielles. Probablement les problèmes d'acheminement de matériel dans certaines régions, le retard dans l'acheminement de matériel. Et puis, on peut le dire également, des difficultés dans l'utilisation des nouvelles machines. Justement, par rapport à ce volet, le volet d'utilisation, ça rimait à cette nouvelle donne. Alors, est-ce que le Nigeria n'a pas en quelque sorte mis la charrue avant les bœufs? Parce qu'il faut dire que le président sortant lui-même a eu cette expérience à expérimenter la biométrie. Son nom n'y figurait pas sur son bureau de vote. Est-ce que ce n'était pas très tôt pour le Nigeria, ce n'était pas précoce déjà d'instaurer le système de vote par biométrie? Je ne pense pas que c'était précoce pour le Nigeria de le faire. Peut-être que le Nigeria aurait dû mieux se préparer à l'avance, c'est-à-dire plusieurs mois à l'avance, pour que les gars formés puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et puissent éviter un certain nombre d'erreurs qu'on a constatées sur le terrain et dont on saura un peu la réalité lorsque les rapports seront présentés par la plupart des observateurs internationaux. Malheureusement, il y a eu ce cas, n'est-ce pas, d'un des candidats, et notamment Goodluck Jonathan, qui a eu de la peine, n'est-ce pas, à voter dans des conditions normales, n'est-ce pas, dans son bureau de vote. Mais je pense qu'il faut mettre ça comme dans le registre des détails. Dans le registre des détails. Parce que globalement, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Selon les informations qui nous parviennent, et notamment les premières déclarations, n'est-ce pas, de l'Union africaine, qui trouve que l'élection a été démocratique et qui a eu de réels motifs de satisfaction. Alors, la Commission nationale des élections indépendantes annonçait les résultats pour ce soir, ou alors demain. Êtes-vous sûr que cette commission va respecter les délais, puisqu'il faut dire que les résultats sont connus seulement dans 8 États sur les 36 que compte le Nigeria? Oui, ça va être très difficile de parvenir à publier la plupart des résultats ce soir, en tout cas la totalité des résultats ce soir. Je pense que ça va être très difficile, parce que d'autant que selon le mode de travail de cette commission, il faudrait parvenir à ce que le candidat qui soit vainqueur obtient au moins 25% des 36 États. Et ce soir, je pense que cela va durer jusqu'à assez tard
pour qu'on ait un certain nombre de résultats disponibles pour pouvoir déclarer le vainqueur. Mais les tendances, on les aura progressivement et on sait déjà depuis quelque temps que sur 8 États, il y a le candidat de l'opposition, Buhari, qui gagne dans 8 États, et tandis que dans 5 États, tandis que le président sortant dans le reste des États. Mais c'est encore serré. À vrai dire, ça reste serré, puisque ça bouge à tout moment. Alors, quelle lecture ça vous inspire, le Nigeria qui décide comme ça de se lancer dans la biométrie avec 60 millions d'électeurs? Le Cameroun n'a pas pu le faire en 2011 avec moins de 7 millions d'électeurs. Oui, on n'a pas pu le faire avec 5,5 millions d'électeurs. Je pense que c'est davantage lié à une volonté politique. Et ajouter à cette volonté politique le courage de l'ECAM, des responsables de l'ECAM. Parce qu'on a expérimenté récemment, en 2013, lors des élections sénatoriales, municipales et autres, un début de biométrie. Je dis un début parce que c'est une biométrie très incomplète, qui ne permet pas définitivement de s'assurer que celui-là qui vote, celui-là qui s'est inscrit pour voter à son nom, est le même qui, au finish, lorsqu'on lit les résultats, est celui qui a ce suffrage. Donc, il faut l'améliorer. Il faut prendre l'exemple de l'élection qui vient de se dérouler au Nigeria, former dès maintenant, parce que les prochaines élections, théoriquement, c'est en 2018. Dès maintenant, il faut former. Il faut que les camps se mettent à l'école de ce qui vient de se passer au Nigeria, se forment, forment les hommes, forment tous ceux qui vont travailler dans les différents bureaux de vote pour qu'on ne soit pas surpris le moment opportun. D'accord. Est-ce que l'ECAM, d'après vous, a cette marge de travail, de décision que l'on note en ce qui concerne la commission électorale indépendante du Nigeria? Non, malheureusement. C'est vrai que le texte dit que l'ECAM est un organe indépendant. Mais dans la réalité, n'est-ce pas, de la gestion de l'ECAM, on se rend bien compte que la structure n'est pas indépendante. D'abord, au niveau de ses ressources financières, c'est-à-dire qu'il n'est pas autonome, ce n'est pas une structure autonome, et ça pose un réel problème. Ensuite, on a vu la bataille entre le président du conseil électoral et le directeur général des élections. On se rend bien compte sur le terrain que le directeur général des élections ne répond pas à toutes les injonctions ou à toutes les décisions qui sont prises au niveau du conseil électoral et qui sont assumées par le président du conseil électoral. Ce bicéphalisme pose un réel problème. C'est-à-dire que le Cameroun est encore très loin de l'ère de la biométrie. Non, on est loin en arrière. On a certes avancé, mais il y a des efforts à faire pour parvenir au cap que le Nigeria vient de franchir. Alors, Edmond Kambia, d'après vous, quelles sont les assurances que l'on ne va pas vivre ce qui s'est passé au Nigeria lors de la proclamation des résultats en 2011 et qui donnait vainqueur Goodluck Jonathan? Il y a eu 1000 morts. Qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, lors de la proclamation des résultats, qu'on n'en assiste pas à ce même scénario? Je pense que par-dessus tout, il faut rester optimiste. J'ai vu et constaté que les deux principaux candidats sur les 14 ont signé un accord de paix, n'est-ce pas, pour faire prévaloir la paix après la proclamation des résultats. Et vous savez également que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a encouragé, n'est-ce pas, les candidats à veiller à ce qu'il n'y ait pas de violence au lendemain de la proclamation des résultats. Et pour terminer sur ce point précis, j'estime que parvenu à ce niveau de la compétition, et parvenu à ce niveau pour un pays qui depuis quelque temps a, n'est-ce pas, cette exigence d'excellence en tant que première puissance économique de l'Afrique, a obligation d'accepter le résultat des urnes pour marquer son avancement du point de vue démocratique. Merci Edmond Kambia d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Le prochain rendez-vous, ce sera demain lorsqu'il sera 20h. Merci d'avoir été en notre compagnie. Surtout, restez sur Equinox Télévision car nos programmes se poursuivent.